Au fin fond de la Russie, il existe un réseau de bunkers, dissimulés dans le secret et accessibles seulement à quelques privilégiés. Et attention, il ne s'agit pas de bunkers ordinaires, mais de sanctuaires méticuleusement conçus, construits à un coût faramineux à partir du trésor public. Leur but ? Protéger les personnalités les plus éminentes du pays, dont Vladimir Poutine, qui s'est vu attribuer l'intrigant surnom de grand-père du bunker. Quel secret se cache sous les bunkers secrets de Poutine ? Bunker des monts Yamantau. Dans le sud des montagnes de l'Oural, des travaux de construction sont en cours sur le mont Yamantau et dans ses environs. La rumeur veut qu'ils construisent un bunker souterrain colossal. Certains disent que c'est pour l'exploitation minière, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit de se préparer à l'apocalypse nucléaire. Mais tout cela est resté très secret, à l'abri des regards indiscrets, pendant des décennies. Voici donc l'histoire. À l'époque où Léonid Brejnev dirigeait l'Union soviétique dans les années 60, le monde était un peu sur les nerfs. La crise des missiles de Cuba avait plongé tout le monde dans une panique nucléaire peu de temps auparavant. Et même si cette crise a été évitée, les tensions entre les grandes puissances étaient encore vives, notamment en raison de l'engagement des États-Unis au Vietnam. La menace d'une guerre nucléaire était donc toujours d'actualité. C'est à ce moment-là, dans les années 70, qu'a été lancé ce gigantesque chantier dans le sud de l'Oural, sur le mont Yamantau, qui signifie « montagne du mal » dans la langue bashkir locale. Il s'agit du plus haut sommet de la région, qui culmine à environ 5400 pieds. Ils ont commencé avec 2 garnisons militaires, Beloré 15 et Beloré 16, puis en ont ajouté une troisième appelée Arkonay 2. Ces garnisons, qui comptaient jusqu'à 50 000 travailleurs, ont effectué de sérieux travaux d'excavation et mis en place un système ferroviaire pour le transport. En 1979, elles ont même fusionné le tout en une seule ville appelée UFO 105, plus tard connue sous le nom de Mezgori. Mezgori est CE qu'on appelle une ville fermée ou ville secrète. Cela signifie que même les gens ordinaires ne peuvent pas y entrer et qu'aucun étranger ne peut même rêver d'y mettre les pieds. Il y avait des villes fermées dans toute l'Union soviétique et elles étaient consacrées à la recherche super secrète, aux essais d'armes et à d'autres activités de haut niveau. Elles étaient si secrètes que même les familles des experts qui y vivaient n'en sortaient presque jamais et qu'il leur était strictement interdit de parler de ce qui se passait dans ces villes. Alors que les ouvriers continuaient à creuser, les années 80 sont arrivées et le portefeuille de l'URSS s'est retrouvé à l'étroit, notamment à cause de l'interminable guerre d'Afghanistan. En général, lorsque l'argent vient à manquer, les premières choses à disparaître sont les projets expérimentaux ou supplémentaires. Mais la construction du mont Yamantau s'est poursuivie à un rythme soutenu et l'on a même envoyé davantage d'ouvriers. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, on aurait pu penser qu'il n'y aurait plus d'argent pour ce genre de projet, mais non. Les ouvriers du mont Yamantau ont continué à creuser et au début des années 90, la population de Mezgori atteignait 73 000 habitants. En 1994, un journaliste russe courageux, N. Starkov, a voulu jeter un coup d'œil à cet endroit mystérieux. Ne pouvant y accéder par les routes habituelles, il s'est frayé un chemin à travers l'épaisse forêt de bouleaux et a pu apercevoir un trou colossal dans le sol, entouré d'un énorme chantier de construction et même d'un héliport. Starkov a publié des articles dans un journal local, Beloretsky Rabaki, décrivant tous les objets en fer qu'il a vus, des conduites d'eau aux roues de wagons. Mais l'ampleur de tout cela lui a donné le vertige. Mon Dieu, comment tout cela a-t-il pu arriver là ? L'échelle était énorme. Une grande partie est enfouie sous environ 3000 pieds de roches solides, principalement du quartz. Et laissez-moi vous dire que c'est vraiment énorme. Il s'agit d'une zone aussi vaste que la région de Washington, D.C., à l'intérieur du Beltway, soit environ 400 miles carrés. Les journalistes ont remarqué qu'il y avait de l'action autour du mont Yamantau. Des sommes considérables y sont injectées. Une zone d'exclusion aérienne a été instaurée au-dessus de la montagne, CE qui rend l'accès à pied très difficile. Les soldats, ces Jaegers de l'infanterie légère, sont équipés de drones DJI Mavic 2 Enterprise Advanced, dotés d'un zoom 32 fois plus puissant et de caméras thermiques. Chacun de ces drones coûte entre 500 000 et 1 million de roubles, soit entre 8 000 et 16 000 $. Comme vous pouvez l'imaginer, Starkov et ses lecteurs n'ont pas été les seuls à remarquer quelque chose d'étrange. Les satellites américains ont commencé à observer la zone à peu près au même moment, et ils ont été tout aussi déconcertés que les autres. À l'époque, les États-Unis et la Russie s'efforçaient de faire ami-ami, de travailler à la transparence et d'apaiser les tensions, acceptant même de révéler le nombre exact et le type d'armes nucléaires dont ils disposaient. Mais l'affaire du mont Yamantau ne correspondait pas tout à fait à CE que l'on attendait d'eux. Dans le budget fédéral russe de 1997, le projet a été subrepticement placé sous la tutelle du ministère de la Défense, ce qui a suscité une levée de boucliers. Ne peut s'empêcher de s'interroger. Pourquoi la Russie dépensait-elle de précieux roubles pour le mont Yamantau alors qu'elle était complètement fauchée et endettée jusqu'aux genoux ?
Certaines théories ont commencé à voir le jour. Les gens ont supposé que cet endroit était un lieu de stockage secret pour les déchets nucléaires, ce qui n'est pas une idée agréable, n'est-ce pas? Ou encore qu'il s'agissait du gisement des trésors nationaux de la Russie, où étaient entreposés tout l'or, l'argent et les objets de valeur. Certains ont même pensé qu'il s'agissait de la version russe de la zone 51, un lieu d'expérimentation top secret avec une partie de technologie classifiée. Mais qu'en est-il vraiment de cet endroit? Il semble qu'il s'agisse principalement d'une sorte de plan B pour les hauts gradés russes en cas de catastrophe majeure. Vous savez, comme les États-Unis ont le complexe de Raven Rock Mountain, parfois appelé Pentagone souterrain, et le centre d'opération d'urgence Mount Weather de la FEMA. Ces lieux ont pour but de fournir aux dirigeants un endroit ultra sécurisé d'où ils peuvent diriger les opérations en cas de dérapage. Qui est chargé de construire ces bunkers? Il s'agit de l'entreprise Construction Management No. 30 sous l'œil vigilant de la Direction générale des programmes spéciaux du président russe. Juridiquement, cette direction trouve son origine dans le 5e département des affaires du Conseil des ministres de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, dont la principale tâche était de construire et d'aménager des sites pour les hauts gradés en cas de guerre. Alexandre Linets, qui travaillait pour le service fédéral de sécurité, dirige depuis 2015 la Direction générale des programmes spéciaux du président russe. Poutine doit lui faire confiance, car il a obtenu un appartement de 176,6 mètres carrés dans l'immeuble de la CDSP sur Bolchoï Tishinsky Lane à Moscou. Et il n'est pas le seul. D'autres gros bonnets comme Anton Vaino, le chef de l'administration du Kremlin, Sergei Narishkin, le grand Manitou du service de renseignement extérieur, et Alexandre Bastrikin, le chef du comité d'enquête, ont également obtenu des biens immobiliers de premier ordre dans le même immeuble. Bunker du palais de la mer Noire. Le président russe Vladimir Poutine semble disposer d'un réseau clandestin de tunnels souterrains sous son palais de la mer Noire. Ces tunnels sont situés à environ 50 mètres sous la surface du palais Gelendzhik. Ce réseau de tunnels souterrains mène à un bunker secret. Initialement rapporté par Business Insider, ce complexe semble avoir été construit dans l'intention de se prémunir contre d'éventuelles révolutions ou guerres. Il est notamment antérieur à l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Ces tunnels ont été construits il y a plus de 10 ans. Il est intéressant de noter que cela s'est produit à une époque où Poutine entretenait des relations diplomatiques avec les présidents américains, à l'époque de la réinitialisation dont on a beaucoup parlé. Pourtant, en coulisses, il se préparait discrètement à d'éventuels conflits avec les pays occidentaux. Ces bunkers semblent être dotés d'équipements essentiels, tels qu'un système de ventilation, des installations d'évacuation des eaux usées et un approvisionnement en eau douce. Les murs sont construits avec de robustes coques de béton de 15 pouces, comme illustré. En outre, une cage d'ascenseur relie le complexe aux 2 tunnels. Le tunnel inférieur comprend même une passerelle menant à la plage, ainsi que des supports de câbles qui pourraient éventuellement servir à fournir de l'électricité, de l'éclairage et des câbles à fibre optique à un centre de commandement. La société d'ingénierie a qualifié le projet de complexe souterrain pour une station balnéaire, à Gelendzhik, la ville la plus proche du palais du président russe. Le complexe s'étend sur une surface de 6500 pieds carrés. Sur la falaise qui monte de la mer au palais, les sorties des 2 tunnels sont clairement visibles. Le somptueux palais de Vladimir Poutine, d'une valeur d'1 milliard de dollars, qui surplombe la mer Noire, abrite un casino privé, une patinoire, une église et un salon de narguilé. Ce manoir d'une superficie de 190 000 pieds carrés se trouve à 1 millier de kilomètres de sa résidence officielle, le palais du Grand Kremlin à Moscou. Des rendus 3D détaillés soulignent encore l'opulence de ce palais, qui comprend une vaste maison d'hôtes, une église, un salon de narguilé avec CE qui semble être une barre de striptease, un dortoir réservé et des bâtiments séparés pour le personnel et les agents de sécurité. Un centre de communication est également visible, équipé d'une gamme complète de matériel. Ces plans ont fait surface en ligne en 2010, lorsqu'une entreprise de construction russe, Metro Style, a été engagée comme entrepreneur privé pour construire les bunkers sous le palais de Poutine. Ces documents ont largement circulé parmi les internautes russes, mais en 2016, les diagrammes ont été retirés du site web de MetroStyle, mais ils étaient toujours accessibles via la Wayback Machine, une archive de contenu en ligne. Par la suite, ces diagrammes se sont retrouvés entre les mains d'une communauté connue sous le nom de Diggers, un groupe d'individus russes qui explorent et documentent les zones d'accès restreints. Un membre anonyme de ce groupe, qui a déclaré être affilié à la secte Z, a partagé les images avec Business Insider, expliquant qu'ils avaient agi ainsi parce qu'ils étaient lassés de Poutine et qu'ils voulaient exposer son système élaboré de transport souterrain. L'existence du palais est devenue largement connue après qu'un documentaire réalisé en 2021 par l'opposant politique de Poutine, Alexei Navalny,
a allégué que la propriété était financée par l'un des plus proches associés de Poutine, un oligarque russe. Bien qu'il n'y ait pas d'acte définitif portant le nom de Poutine, il existe des preuves irréfutables qu'il a fréquenté la propriété à plusieurs reprises. Par la suite, l'ami d'enfance de M. Poutine a affirmé que la propriété était la sienne, et non celle du président, déclarant que M. Poutine n'avait aucun lien avec elle. Bien que l'homme d'affaires milliardaire Arkady Rotenberg ait affirmé qu'il était propriétaire du palais, celui-ci est surveillé en permanence par l'équipe de sécurité de M. Poutine et se trouve dans une zone d'exclusion aérienne. Le Kremlin n'a pas fourni d'explication satisfaisante à ces mesures de sécurité si le président n'est pas associé à la propriété. Dans son documentaire, M. Navalny évoque une enquête qu'il a menée sur Vladimir Poutine et sa corruption présumée. M. Navalny décrit comment M. Poutine, qui était autrefois un simple officier soviétique, est devenu obsédé par l'argent, le luxe et le pouvoir. M. Navalny a déclaré que la vidéo visait à dresser un portrait psychologique de la transformation de M. Poutine et a enquêté sur la manière dont lui et ses associés ont amassé de vastes richesses et se sont livrés à des pratiques corrompues au fil des ans. M. Navalny entend révéler le mode de vie extravagant de M. Poutine, dévoiler l'origine de sa fortune et mettre au jour la construction de ceux qu'il affirme être le palais le plus cher du monde. Fondamentalement, le documentaire de M. Navalny explore le contraste frappant entre l'image publique de M. Poutine et ses actions présumées en coulisses. La vidéo a été visionnée plus de 100 millions de fois. Le Kremlin l'a qualifiée de pseudo-enquête. Et M. Poutine l'a jugée ennuyeuse, niant les allégations. Après la condamnation de M. Navalny à une peine de prison en février 2021, la Cour européenne des droits de l'homme a ordonné sa libération immédiate pour des raisons de sécurité, mais la Russie a rejeté cette décision. Il a entamé une grève de la faim pour protester contre l'absence de traitement approprié pour ses problèmes de jambes et de dos dans la colonie pénitentiaire de Vladimir, située à 100 km à l'est de Moscou. Alexei Anatolievitch Navalny, né le 4 juin 1976 à Boutine, dans l'oblast de Moscou, en République socialiste soviétique de Russie, est un avocat russe, un réalisateur de documentaires, un dissident, un militant anticorruption, un homme politique de l'opposition et un blogueur. Il est actif dans ces rôles depuis 2009. À la suite d'un empoisonnement presque fatal dont il a été victime en 2020, Navalny est incarcéré depuis 2021 et purge actuellement une peine de prison de plusieurs années. En août 2023, un tribunal russe a prolongé la peine d'emprisonnement de Navalny de 9 années supplémentaires, le soumettant à un régime spécialisé avec les conditions de détention les plus dures du pays. M. Navalny a été à l'avant-garde des manifestations de rue contre le président russe, Vladimir Poutine, a été le fer de lance d'un mouvement d'opposition politique à l'échelle nationale et a dénoncé le mode de vie corrompu des fonctionnaires du Kremlin. En représailles, la Russie a prononcé une peine d'emprisonnement cumulée de 3 décennies, ce qui signifie que le critique du Kremlin restera incarcéré et écarté de la vie politique tant que M. Poutine sera au pouvoir. Il a été reconnu coupable de 6 chefs d'accusation, dont incitation et financement de l'extrémisme, création d'une ONG illégale, promotion du nazisme et encouragement des mineurs à adopter des comportements à risque. Navalny et ses partisans ont rejeté ces accusations comme étant motivées par des considérations politiques. Dans le cadre de la peine d'emprisonnement spéciale, M. Navalny sera soumis à de sévères restrictions supplémentaires. Il ne pourra voir sa famille qu'une fois par an et ne recevra qu'un seul colis par an. La communication avec ses codétenus sera strictement interdite. Les prisonniers devront se déplacer dans l'établissement la tête baissée et ne seront autorisés à se promener qu'occasionnellement dans une cour fermée. Montagne de l'Altaï. Selon des informations récentes, Vladimir Poutine aurait transféré les membres de sa famille dans une installation souterraine en Sibérie, décrite comme un bunker de luxe et de haute technologie. Le bunker est situé dans les montagnes de la République de l'Altaï, à 4000 km de Moscou. Pour s'y rendre par avion, il faut compter environ 6h30 de volume. Le voyage par la route serait assez ardu, pouvant durer jusqu'à 54 heures dans des conditions optimales, et traverserait la Russie de l'ouest à l'est. Selon certains rapports internationaux, Poutine lui-même pourrait se terrer dans ce bunker, mais le secret qui entoure ses allées et venues est intense. Ses 2 filles, Maria et Katia, se donnent beaucoup de mal pour protéger leur identité, probablement pour leur propre sécurité, et l'on pense qu'elles se trouvent toutes les 2 dans le bunker. On dit également que Poutine a un petit-fils, qui aurait fait le voyage jusqu'à Ongudaïski pour se réfugier auprès de la famille. Selon le politologue Valery Solovey, l'objectif de ces complexes souterrains est d'assurer une protection en cas de guerre nucléaire. M. Solovey, ancien responsable du département des relations publiques de l'Institut d'État des relations internationales de Moscou, a été l'une des principales sources de ces informations.
Il a révélé que cette installation avancée englobe une ville souterraine, construite il y a 10 ans par Gazprom, la plus grande compagnie pétrolière de Russie et ancien sponsor de la Ligue des Champions. Le complexe comprend notamment une sous-station d'énergie à haute tension capable d'alimenter une petite ville en électricité. En février 2008, un rapport d'experts indépendants intitulé « Poutine Itoji », qui se traduit par « Putin Summing Up », dans lequel les auteurs présentent leur vision des résultats des activités et de l'héritage politique du deuxième président de la Fédération de Russie. Dans ce rapport, ils proposent une évaluation peu flatteuse, mais juste des performances de Vladimir Poutine dans divers domaines de la vie russe, notamment l'économie, l'armée, le système de retraite, les soins de santé, les infrastructures routières, etc. Le rapport se fonde sur des chiffres et des faits qui ont été dissimulés aux citoyens russes par la propagande officielle. Toutefois, de nombreux lecteurs ont remarqué qu'une question n'avait été que brièvement abordée, la situation de l'industrie énergétique russe en général et de Gazprom en particulier. Cette omission n'était pas accidentelle, car les auteurs estimaient que la situation de Gazprom nécessitait une attention particulière qui ne pouvait être traitée de manière adéquate en quelques paragraphes seulement. Les auteurs avaient plusieurs raisons pour justifier cette approche. Tout d'abord, Gazprom et sa dynamique revêtent une importance particulière pour l'ensemble du pays. Deuxièmement, ils possédaient une connaissance de première main des problèmes de Gazprom ayant été directement impliqués dans l'entreprise en leur qualité professionnelle d'anciens ministres des combustibles et de l'énergie et de vice-ministres de l'énergie de la Russie. Enfin, Gazprom représentait un projet unique et personnel de Vladimir Poutine. Tout au long de la présidence de M. Poutine, les ressources de Gazprom ont été utilisées à diverses fins. En fait, Gazprom est devenu un projet profondément personnel pour le président Poutine. Dès qu'il a pris le pouvoir, son attention s'est portée sur l'entreprise. Dès la campagne pour les élections présidentielles de 2000, il était évident que les questions énergétiques et Gazprom occupaient une place centrale dans l'agenda politique de Poutine. En juin 2000, un mois seulement après son investiture, Poutine a rapidement remplacé Viktor Tchernomyrdin par son proche allié Dmitri Medvedev au poste de président du conseil d'administration. En mai 2001, Rem Vyakirev, qui était à la tête de Gazprom depuis sa création en 1992, a été remplacé par Alexei Miller. La position de Poutine à l'égard de Gazprom est apparue clairement dans la déclaration qu'il a faite lors d'une réunion tenue le 30 mai 2001 au Kremlin, au cours de laquelle le licenciement de Vyakirev et la nomination de Miller ont été discutés. Poutine a déclaré « Gazprom est plus qu'une simple société anonyme. L'ensemble de l'économie nationale repose dans une large mesure sur l'industrie du gaz », soulignant ainsi l'importance de l'entreprise au début de sa présidence. Gazprom est devenue la première entité commerciale où Poutine a systématiquement placé ses fidèles à des postes clés, remplaçant les membres de la direction précédente. Les échelons supérieurs de la direction de Gazprom se sont rapidement remplis d'individus qui avaient des liens avec Poutine à l'époque où il travaillait dans l'administration de Saint-Pétersbourg. Actuellement, parmi les 18 directeurs du conseil d'administration qui supervisent les questions financières, les affaires immobilières et la gestion de l'entreprise, 11 ont des antécédents liés à l'administration de Saint-Pétersbourg, au port maritime OAO de Saint-Pétersbourg, à des entreprises commerciales de Saint-Pétersbourg ou au service de sécurité fédéral. Cette pratique s'écarte de la norme en vigueur dans les grandes entreprises mondiales du secteur de l'énergie, où les postes de direction sont généralement occupés par des professionnels chevronnés ayant une grande expérience des fonctions de haut niveau dans le secteur de l'énergie. Il est rare que d'anciens fonctionnaires régionaux ou des employés d'entreprises portuaires ou de construction occupent de tels postes de direction, et encore moins en si grand nombre. Cependant, Poutine a personnellement orchestré ces nominations, privilégiant la loyauté envers son clan de Saint-Pétersbourg au détriment du professionnalisme. L'implication de M. Poutine ne s'est pas limitée aux nominations à des postes de direction. Il a consacré une grande partie de son temps de travail à relever les défis auxquels Gazprom est confronté. Bon nombre de ces réunions internationales et de ses visites à l'étranger étaient axées sur la défense de divers projets de Gazprom. Au fil des ans, les experts, les journalistes et les analystes politiques ont souvent utilisé la métaphore arme pour caractériser la manière dont le Kremlin utilisait Gazprom pour atteindre ses objectifs politiques. Toutefois, à l'heure actuelle, l'expression Gazprom, l'arme de Poutine, semble s'être transformée en une réalité littérale. En avril 2023, il est apparu que Gazprom avait créé sa propre armée privée, connue sous le nom de Potok, qui signifie « le courant » en russe, et déployé des recrues pour participer au conflit en Ukraine. Cette révélation a été faite par Yevgeny Prigojine, le chef du groupe mercenaire russe Wagner, dont les combattants ont opéré en Syrie et en Afrique avant d'être envoyés sur les champs de bataille ukrainiens.
S'il est possible que Gazprom ait créé Potok de manière indépendante, une organisation officiellement sanctionnée par décret gouvernemental pour protéger les installations de production pétrolière, il n'en reste pas moins que le fait est indéniable. Gazprom est désormais directement impliqué dans la guerre en cours, et cette implication est en fait officielle. Depuis plus de 20 ans, Gazprom est le symbole par excellence du capitalisme d'État russe. Sous la direction d'Alexei Miller, proche collaborateur de Poutine, elle a toujours été la plus grande entreprise de Russie, générant des profits substantiels pour l'État, ses autres actionnaires et de nombreux sous-traitants. Tout au long de cette période, les activités de Gazprom se sont étendues au-delà de l'extraction et du raffinage du gaz naturel pour financer un large éventail de projets, allant des réseaux de télévision aux clubs de football et même à une station de ski. Les bunkers Ramenki et le métro 2. Tout d'abord, il existe des tunnels cachés en plein cœur de Moscou. Ils font partie du système métro 2, dont le nom n'est pas officiel et qui était autrefois très secret. Ces tunnels relient certains des bâtiments gouvernementaux les plus importants de Moscou, dont le Kremlin, à des bunkers souterrains situés non seulement à Moscou, mais aussi dans des endroits comme Balachika, Tchekhov et Kalouga. Comment ces tunnels ont-ils été découverts? Lors de la démolition de l'imposant hôtel Rossiya, situé à proximité du Kremlin, des constructeurs moscovites sont tombés sur ce qu'ils pensent être un réseau de tunnels soviétiques clandestins situés sous les fondations de l'hôtel. Cette découverte a suscité l'intrigue et la spéculation selon laquelle ces tunnels pourraient avoir abrité un bunker nucléaire capable d'accueillir jusqu'à 4000 personnes. L'hôtel Rossiya, réputé pour accueillir les fonctionnaires du Parti communiste participant aux conférences du Kremlin, a été construit en rasant tout un quartier historique de Moscou. Lorsqu'il a ouvert ses portes en 1967, il avait la particularité d'être le plus grand hôtel du monde avec ses 3000 chambres. Cependant, le démantèlement du Rossiya doit ouvrir la voie à un grand projet de réaménagement d'une valeur de 800 millions de dollars visant à recréer le quartier Zaryadye de l'époque des tsars. Des journalistes intrépides de Sobеседник sont tombés sur l'une des entrées secrètes du tunnel près de l'avenue Michurinsky à Moscou. Et devinez ce que les journalistes ont découvert d'autre. Moscou est apparemment parsemé de nombreuses autres installations de ce type. Il y a des tunnels sous la rue Louchnikov, près de la place Loubianka, où le FSB traîne, sous la rue Krestovo-Dvidzhensky, près du ministère de la Défense, et sous la Taganka, près de l'ancien bunker de Staline. C'est comme s'il y avait tout un réseau de tunnels convergeant vers ce lieu appelé Ramenki 43, qui, selon les explorateurs urbains, est pratiquement une ville souterraine reliée au Kremlin par ces tunnels. Ces bunkers ont beaucoup plus à offrir qu'il n'y paraît. On y trouve un vaste centre de commandement souterrain, une centrale électrique cachée sous la surface, et diverses autres installations destinées à assurer le bon fonctionnement des opérations. L'une des entrées de ce monde souterrain secret se trouve dans une ancienne usine de béton. Cette usine de béton dissimule un ascenseur et un puits de ventilation qui permettent d'accéder aux bunkers, ce qui en fait un parfait déguisement. La rumeur veut que l'on puisse également accéder à ces bunkers par une entrée située dans la rue Ramenki 43, officieusement connue sous le nom de Ramenki 43. Cet endroit est relié à une unité de sauvetage spécialisée dans la construction en montagne et la cage d'ascenseur mène au bunker souterrain profond. Il est tout à fait possible que cet endroit serve également d'entrée pour les véhicules. En outre, il existerait une entrée cachée dans le sous-sol de l'Université d'État de Moscou et une autre située dans les locaux de l'association de recherche scientifique Nauka, au 12 de l'avenue Vernadskogo. Il est intéressant de noter que cette soi-disant association de recherche scientifique est en fait dirigée par des services de sécurité secrets et qu'elle n'a peut-être pas grand-chose à voir avec de véritables travaux scientifiques. Il existe une autre façon intrigante d'accéder à ces bunkers par une ligne de métro souterraine secrète, souvent appelée Métro 2. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'informations officielles disponibles, de nombreux indices suggèrent l'existence de ces réseaux souterrains, non seulement sous la zone de Ramenki, mais aussi sur l'ensemble des lignes de métro secrètes de Moscou. Certains détails ont même été révélés par des sources de renseignement occidentales. Depuis la dissolution de l'Union soviétique, des rapports crédibles suggèrent que sous la surface de Moscou se trouve un réseau complexe d'installations secrètes remontant à la fin des années 1940, à l'époque de Staline. Ces tunnels, qui ont apparemment été mis au jour lors de la démolition de l'hôtel Rossiya, partiraient du Kremlin, passeraient sous l'hôtel et s'étendraient au-delà de la ceinture des jardins de Moscou. Ces tunnels sont censés être maintenus en état de fonctionnement, par mesure de précaution. On suppose que ces tunnels, ainsi qu'un bunker qui aurait été découvert par des ouvriers, étaient destinés aux responsables du Parti communiste et à la direction soviétique en cas de guerre nucléaire. Des aventuriers amateurs ou diggers, qui consacrent leur temps libre à l'exploration des infrastructures souterraines de la ville, affirment depuis longtemps avoir découvert de tels tunnels. En outre, des rumeurs persistantes ont circulé sur l'existence d'une ligne secrète du métro de Moscou qui n'a jamais été vue par le public.
Il s'agit d'une ligne souterraine appelée Métro 2 qui aurait été planifiée en 1967. Son objectif? Relier le Kremlin, le siège du comité central du Parti communiste, à un énorme bunker souterrain de 200 hectares situé à Ramenki, dans la banlieue de Moscou, et l'aéroport Vnukovo 2, situé à 27 km au sud-ouest de Moscou. Le complexe souterrain de Ramenki, dont on dit qu'il a été achevé vers le milieu des années 1970, n'est pas anodin. On dit qu'il contient tout ce qu'il faut pour faire vivre des milliers de personnes pendant 30 ans. Il s'agit de dépôts de nourriture, de générateurs, de dortoirs, de cinémas et même de piscines. Officiellement, les autorités n'ont jamais confirmé l'existence de tels lieux cachés sous Moscou. Mais vous connaissez les théories du complot. De nombreux Russes sont absolument convaincus de leur réalité. Et si l'hôtel Rossiya a été l'un des nombreux points d'accès à ce monde secret au cours des 4 dernières décennies, il va être à nouveau recouvert de béton. En parlant de lignes et de tunnels souterrains, on évoque la possibilité que Kim Jong-un se rende bientôt en Russie, ce qui ramène l'attention sur le mode de transport classique des dirigeants nord-coréens. Ces trains somptueux et lourdement blindés qui font partie de l'image mystique de la Corée du Nord et qui représentent en quelque sorte son isolement. L'objectif de cette visite serait de discuter de la fourniture potentielle d'armes à la Russie dans le cadre de son conflit avec l'Ukraine. Il est toutefois important de noter que ce voyage n'a pas été officiellement confirmé. Ce voyage est important pour plusieurs raisons. Il s'agirait de la première visite à l'étranger de Kim depuis plus de 4 ans, et elle se déroule dans le contexte de la pandémie actuelle. Voyager de la Corée du Nord à Vladivostok n'est pas une mince affaire, puisqu'il faut parcourir plus de 1000 km à travers le réseau ferroviaire quelque peu obsolète du Nord, ce qui peut prendre près d'une journée entière, les voyages à l'étranger de Kim Jong. Eux sont généralement entourés de secrets et de mesures de sécurité strictes. Contrairement à son père, Kim Jong-il, qui aurait évité les voyages en avion. Kim a parfois utilisé son propre jet de fabrication russe pour certains de ses déplacements à l'étranger. Bunker sur roue. Des images récemment publiées nous donnent un aperçu de l'intérieur luxueux du train fantôme de 22 voitures du président russe Vladimir Poutine. Ce train est son mode de transport lorsqu'il parcourt les vastes étendues de la Russie, offrant à la fois confort et discrétion. Ce train extraordinaire est doté d'une série d'équipements impressionnants, notamment un gymnase ou un wagon de sport santé entièrement équipé, une section de type spa comprenant des installations de soins de la peau et de massage avec des machines anti-âge, un bain turc à vapeur magnifiquement carrelé et entièrement meublé, des chambres somptueuses et des voitures-restaurants élégamment conçues. De plus, le train dispose d'une salle de cinéma et de plusieurs voitures équipées de systèmes de communication de pointe, ce qui permet à Poutine de rester connecté et bien informé sur les événements mondiaux. Une voiture entière est même consacrée à l'hébergement d'un générateur d'énergie diesel. Pour garantir la sécurité, le train est lourdement blindé, avec des portes et des fenêtres à l'épreuve des balles. Il est également doté d'équipements et d'installations médicales vitales. Les enquêteurs russes du Dossier Center, basés à Londres et soutenus par Mikhail Khodorkovsky, magnat du pétrole russe en exil, devenu critique du Kremlin, ont mis au jour des documents et des photos qui révèlent ce que le Kremlin garde habituellement à l'abri des regards indiscrets. C'est un aperçu du monde de Poutine et de la façon dont son penchant pour le secret a façonné sa vie. Nous savons tous que M. Poutine aime voyager en train, et le Kremlin a même partagé des photos de réunions tenues dans la salle de conférence du train. Mais voici le clou du spectacle. Ce qui se passe dans les quelques 20 autres wagons de ce train est l'un des secrets les mieux gardés de la Russie. Le Dossier Center affirme que ces documents divulgués proviennent d'une source interne à Zircon-Service, une société russe chargée de mettre en place les wagons utilisés par le bureau du président russe, sous l'égide de Russian Railways, l'opérateur ferroviaire public. L'une de ces voitures spéciales, connue sous le nom de 021 70 8630, est tout à fait luxueuse. Zircon a créé une brochure sur papier glacé présentant une salle de sport et un spa sur roue, conçue exclusivement pour M. Poutine. En vous promenant dans la voiture, vous trouverez un véritable centre de cosmétologie équipé d'une table de massage et d'une variété de gadgets de beauté haut de gamme. Et si vous creusez dans les documents divulgués, il mentionne même une machine à radiofréquence pour garder la peau bien tendue. La pièce elle-même, selon les informations du Dossier Center, est équipée de dispositifs anti-écoute. En outre, une salle de bain carrelée est équipée d'un luxueux bain de vapeur et d'une douche turque. Pour couronner le tout, des documents établissent un lien direct entre l'installation de ces wagons, y compris celui de la salle de sport, et de hauts responsables de l'administration de Poutine. Le train blindé de Poutine ressemble en apparence à n'importe quel train de passagers ordinaire exploité par les chemins de fer russes, arborant le même schéma de peinture. Pourtant, il se distingue par le fait que toutes ses fenêtres sont recouvertes. Les locomotives qui propulsent ce train n'ont pas de numéro d'identification, et 3 ou même 4 locomotives sont attelées à ce train.
ce qui dépasse de loin les exigences habituelles en matière de transport de passagers. Cette configuration particulière laisse supposer que le train pèse un poids considérable en raison de son lourd blindage. En outre, l'un des wagons est surmonté d'une coupole distinctive, équipée d'un système de communication par satellite spécialisé. Les premiers aperçus du nouveau train blindé de Poutine ont été rendus publics vers 2018. Ces photos ont été prises par des photographes amateurs russes et des passionnés de train qui cherchaient activement à apercevoir le train de Poutine. Quelques-unes de ces photos montrant le nouveau train ont été rendues publiques. Cependant, le service de sécurité secret russe FSB est rapidement intervenu, les obligeant à mettre fin à cette activité. En 2021, Poutine a modifié ses préférences en matière de voyage, préférant son train blindé à l'avion. Cette décision est intervenue au moment où les troupes russes se sont renforcées près de la frontière ukrainienne, faisant naître des soupçons d'invasion potentielle. Depuis lors, M. Poutine privilégie les déplacements à travers la Russie à bord de son train blindé. La principale raison de ce choix est la sécurité accrue qu'il offre. Contrairement aux vols, qui peuvent être facilement suivis grâce à des services en ligne, les voyages en train restent relativement discrets et moins exposés au regard du grand public. Il convient de mentionner que le train de Poutine pourrait être équipé d'un système de sécurité intégré capable de déclencher les missiles balistiques nucléaires russes en CA d'attaque, à l'instar du système de sécurité périmétrique utilisé dans ses principaux bunkers souterrains. Il est intéressant de noter que des locomotives diesel et électriques sont utilisées pour tirer le train blindé de Poutine, ce qui offre une certaine souplesse dans sa configuration. Les locomotives peuvent être attachées selon différentes configurations. 3 à l'avant, 2 à l'avant et 1 à l'arrière, 2 aux deux extrémités, etc. En outre, une autre locomotive précède généralement le train, ce qui constitue une mesure de sécurité supplémentaire. Le train peut atteindre une vitesse maximale de 160 km/h, bien qu'il soit limité par le manque d'infrastructures à grande vitesse du réseau ferroviaire soviétique. Avant chaque voyage, différents wagons sont ajoutés au train pour répondre à des besoins spécifiques. Certains wagons sont réservés à la sécurité, tandis que d'autres sont utilisés pour transporter les véhicules de M. Poutine. Le train est également équipé d'un système de protection NBC robuste. Il existe quelques terminaux de trains secrets situés stratégiquement près des résidences de Poutine. L'un de ces terminaux se trouve près de la résidence de Poutine à Novo-Ogaryovo, près de Moscou, tandis qu'un autre se trouve près de sa résidence de Valdai. Il est fort probable que des terminaux ferroviaires secrets se trouvent également à proximité des bunkers souterrains de Poutine, dans les montagnes de l'Altai et sous le mont Yamanto. Il est intéressant de noter qu'il existe un terminal ferroviaire secret et un dépôt de trains blindés en plein cœur de Moscou. À l'époque de l'Union soviétique, plusieurs trains blindés desservaient les hauts fonctionnaires et les membres du gouvernement. Ces trains avaient une double fonction. Ils étaient destinés à l'évacuation en temps de guerre vers des bunkers souterrains et constituaient un moyen de transport sûr et confortable à travers le vaste pays. Staline préférait voyager à bord de son train blindé, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, le préférant souvent à d'autres moyens de transport. En revanche, Khrouchtchev préférait l'avion et n'a jamais eu de train blindé personnel ni même de voiture blindée dédiée, bien que des rapports fassent état de voyages occasionnels en train blindé à son époque. À l'époque, les hauts fonctionnaires soviétiques utilisaient couramment des trains blindés pour leurs déplacements. En 1974, sous la direction de Brejnev, un terminal ferroviaire spécialisé a été construit dans le centre de Moscou. Ce terminal était équipé d'installations permettant de desservir les trains blindés et était utilisé par le gouvernement soviétique. Le gouvernement russe l'utilise encore aujourd'hui. Cependant, certaines sources suggèrent que seul Poutine et le Premier ministre russe utilisent des voitures blindées, tandis que les ministres voyagent généralement dans des voitures standards, non blindées. Envie de découvrir d'autres mystères cachés ? Cliquez sur la carte à l'écran pour un nouveau voyage palpitant dans l'inconnu.